Fontainebleau, c'était au départ une forêt. Une vaste forêt avec au milieu un petit miracle, une vingtaine de sources, dont la fontaine Bello qui donnera son nom à la forêt, au château et plus tard à la ville. Ces sources, en se réunissant, formaient un petit vallon d'eau qui est d'abord servi de défense naturelle pour édifier une forteresse médiévale. Et puis les rois, prenant très vite goût à ce séjour de Fontainebleau, construisirent qui une aile, qui un jardin. Et aujourd'hui, c'est le palais de Fontainebleau qui nous invite à sa découverte, aussi bien dans l'intérieur du château, très riche, que dans les extérieurs des jardins somptueux. Les rois de France avaient coutume de dire, en venant ici, « je vais chez moi ». Nous allons suivre leur exemple sur leurs pas. Le château de Fontainebleau est effectivement une maison dont l'histoire est extrêmement longue. C'est l'une des rares maisons d'ailleurs en France qui présente un tel parcours chronologique, puisqu'elle a été aimée par les rois de France à partir du XIIe siècle et qu'ensuite tous les souverains, jusqu'à la chute du Second Empire, s'y sont donné rendez-vous à l'occasion de la belle saison. C'est une maison qui est née en raison de la localisation au sein de la forêt, puisque le lieu était avant tout goûté pour la chasse. L'ensemble des souverains venaient à Fontainebleau pour pouvoir tourner autour du château dans la forêt et traquer le gibier. Le lieu était aussi particulièrement apprécié parce qu'il comportait toute une série de sources et il y avait cette atmosphère extrêmement fraîche qui faisait qu'aux jours les plus chauds de l'année, on aimait à se retirer sous les frondaisons du parc et de la forêt qui environnait la résidence. Tous les souverains de Fontainebleau se sont attachés à meubler et remeubler la maison. Et donc on a aujourd'hui un ensemble d'art décoratif tout à fait exceptionnel. Napoléon Ier l'avait désigné comme la maison des siècles et c'est aussi pourquoi aujourd'hui nos visiteurs viennent découvrir une maison de famille entièrement meublée. Aujourd'hui encore, c'est le seul lieu pratiquement en France où l'on puisse admirer de très grands ensembles du XVIe siècle, autant de fresques que de boiseries, et tout cela réalisé par ces artistes italiens venus travailler pour François Ier. C'était un lieu où le roi avait réuni une grande partie de ses trésors et de ses collections. Il faut bien entendu imaginer, sous le règne de François, dans l'appartement des Bains, la Joconde de Léonard de Vinci, les Raphaël, qui sont aujourd'hui la gloire du musée du Louvre. Alors la localisation de Fontainebleau, donc vous êtes ce qu'on appelle au creux du Talweg, vous avez un ensemble de monts donc, qui ceinturent l'édifice et de là on va trouver énormément d'eau, la présence de l'eau. Donc 19 sources qui alimentent cet endroit stratégique. Nous sommes dans un ancien marais donc, qui va être aménagé, qui va être drainé, auquel on va créer des aqueducs sous François Ier, mais aussi sous Henri II et plus tard sous Henri IV, permettre des effets d'eau qui sont importants puisque le vocabulaire de l'eau 17e va prendre toute une signification. Vous savez qu'on aura l'eau bouillonnante, on aura l'eau cascadante, mais aussi on aura l'eau masculine et l'eau féminine. Donc tous ces éléments d'eau, tout ce vocabulaire donc, qui va s'inscrire au fur et à mesure de l'histoire par la domestication de cette matière, on voit derrière nous donc tout un aménagement topographique qui part de l'obélisque et qui va jusqu'à la Seine. Alors pour le grand siècle, on va parler de Lenôtre bien entendu, c'est 1613, date de sa naissance, il va aller à l'école de Simon Vouet. On va travailler aussi avec François Mansart sur l'architecture et l'ensemble de ces personnages qui vont lui transmettre une culture qui va permettre en fin de compte de révéler les jardins classiques à la française en créant toutes les clés de lecture donc qui sont des jardins avec des effets de surprise, avec une composition qui va au-delà de la ligne d'horizon puisqu'en fait il y a une grande axialité qui est créée et puis bien sûr cette idée du jardin en miroir avec ses parterres et puis avec ce qu'on appelle ces corps relevés qui sont souvent matérialisés par des végétaux donc les taupières qui sont aussi matérialisés par les arbres d'une forme architecturée puisque effectivement on fera des palissades de verdure et des rideaux de verdure. En 1643, André Lenôtre travaillait au jardin de Diane, il était alors contrôleur des bâtiments royaux. Il va devenir responsable des décorations florales de tous les grands parterres et c'est à partir de là que Nicolas Fouquet demandera à Lenôtre de travailler pour lui à Vaux-le-Vicomte avec le veau et le brun. Retour aux sources ici, dans une autre partie du parc, avec le jardin anglais. Retour aux sources naturelles, dans une forme paysagère. Alors très simple, la composition du jardin anglais du château de Fontainebleau s'organise autour de la rivière anglaise qui est l'élément central de la composition.
Et donc tout autour de ce jardin, vous avez une allée de ceinture avec des aménagements d'allées secondaires qui vont permettre au fur et à mesure de la promenade de découvrir des scénographies paysagères qui seront aménagées. Vous avez la continuité de la rivière anglaise qui va vous mener jusqu'à ce qu'on appelle l'Exèdre, qui divise le bras d'eau principal en deux petits bras d'eau et qui vont jusqu'à la Fontainebleau. C'est elle qui sera étymologiquement parlant à l'origine du nom de la ville de Fontainebleau, Fontainebleau, et qui va avoir sous différentes formes une transformation bien sûr au fur et à mesure qui va s'adapter tout à fait aux époques. À l'image du château lui-même qui traverse le temps en embellissant.